Bienvenue dans Voix de comptable, le podcast qui t'aide à trouver ta voie. Je suis Julie Lagneau, experte comptable mémorialiste en quête de sens et j'accompagne les étudiants de la filière expertise comptable à prendre leur envol. Je parcours la France à la recherche d'anciens étudiants en comptabilité et nous retraçons ensemble leurs doutes, leurs échecs, leurs expériences et bien sûr leurs réussites. Aujourd'hui, ils sont experts comptables, commissaires aux comptes, DAF ou encore contrôleurs de gestion, parfois même professeurs ou entrepreneurs. À travers ces parcours inspirants, j'espère te montrer que non, en compta, il n'y a pas qu'une seule voie. Bonne écoute! Et oui, c'est encore moi. Juste un petit mot pour t'annoncer la grande nouvelle. J'ai écrit un livre aux éditions Vuibert qui s'appelle Réussir l'expertise comptable et qui condense mes 6 années d'expérience en tant qu'étudiante et jeune professionnelle du chiffre. Les 200 pages sont réparties en 3 grands thèmes qui sont l'état d'esprit pour se dépasser personnellement et professionnellement, les révisions pour décrocher ses diplômes et enfin la vie professionnelle pour trouver la voie qui te correspond. Il est déjà disponible en librairie, sur la Fnac, sur Amazon, en format physique ou digital, donc si ça t'intéresse, je te mets le lien dans la description de l'épisode. Et maintenant, je te laisse en très bonne compagnie avec l'invité du jour. Bonjour Thierry. Bonjour Julie. Alors, je suis super contente d'être avec toi aujourd'hui. On est dans un contexte un peu particulier parce que d'habitude, c'est plutôt moi qui vais chez les gens, donc que ça soit dans leur cabinet souvent. Et aujourd'hui, c'est Thierry qui est donc dans le cabinet dans lequel je suis salariée. Donc, si je t'explique un peu comment ça va se passer l'interview, on va remonter au tout début, savoir quel type d'enfant tu étais, quel métier tu rêvais de faire. Est-ce que tu rêvais d'être expert comptable ou peut-être pas, tu nous diras. Et puis, pour en arriver à ce que tu fais aujourd'hui, alors est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous dire qui tu es et ce que tu fais ? Donc je suis Thierry Pollack. J'ouvre cette année une nouvelle décennie. J'aime bien dire les choses comme ça parce que c'est une façon de montrer que je suis tourné vers le présent et ce qui m'attend. Donc une nouvelle décennie, 70 ans. Je suis financé par ma retraite, mais j'ai énormément d'activités, des activités choisies. Et j'aime à dire que je suis aujourd'hui en train de vivre les plus belles années de ma vie. Donc voilà, si vous êtes jeune depuis moins longtemps que moi, sachez que vous avez encore de belles perspectives, de très belles perspectives devant vous. Voilà, sur le plan familial, je vis seul, mais j'ai le bonheur d'avoir notamment 5 petits-enfants et ça me nourrit bien entendu énormément, dans un cadre familial très harmonieux, même si je suis séparé de leur grand-mère depuis très longtemps. Les fêtes de famille se font ensemble et nous avons des relations merveilleuses. Et sinon, mon activité, elle est autour de pas mal de choses et j'aime bien dire que je suis un slasher. Alors c'est une expression qu'on utilisait un peu plus à un moment donné, qu'on utilise un peu moins aujourd'hui, c'est-à-dire que j'interviens dans beaucoup de domaines différents et je trouve que cette diversité de domaines, c'est d'une richesse extraordinaire et parmi mes nombreuses activités, j'aime beaucoup accompagner les jeunes à découvrir qui ils sont et leur faire passer et leur témoigner de mes réussites, de mes bonheurs, de mes rencontres et de les inspirer pour qu'ils réfléchissent notamment à cette notion de richesse et de diversité de nos parcours. Si tant est d'ailleurs, puisqu'on va y arriver, que l'expert comptable a aussi cet avantage dans son métier, qu'il rencontre beaucoup de jeunes et beaucoup de personnes différentes, et que c'est cette diversité qui fait aussi le charme de ce métier. Voilà, et donc mes nombreuses activités, c'est dans un ordre, peu importe lequel, j'accompagne beaucoup de jeunes que je rencontre pour les aider à se trouver, à trouver leur place, leur bonne place, et qu'ils sont pour réussir leur vie. Et la réussite pour moi, c'est être sur l'essentiel, c'est-à-dire sur ce qui nous épanouit et ce qui correspond à notre raison d'être. Ce n'est pas une réussite sociale ou financière. Donc ça, c'est une partie de ma vie et je les rencontre, ces jeunes, soit dans la profession et notamment des mémorialistes qui viennent me voir sur des sujets qui sont jamais techniques parce que c'est pas mon truc, mais des sujets de réflexion autour de la stratégie, autour de l'humain, autour du management.
notamment, et j'aime accompagner les jeunes à ce moment-là de leur vie en leur disant mais non seulement je peux vous aider sur votre mémoire, mais surtout j'aurai le plaisir de partager un moment de votre vie, un moment fondamental de mon point de vue, qui est une sorte d'aboutissement, c'est-à-dire que une fois que vous aurez réussi votre mémoire, que vous l'aurez fini, que vous serez enfin expert comptable, vous pourrez enfin vous arrêter pour vous demander qu'est-ce que vous voulez faire du reste de votre vie. Voilà, ça c'est une de mes activités, et je rencontre d'autres jeunes dans le milieu que je fréquente, qui est un milieu beaucoup associatif, et notamment autour de l'économie sociale et solidaire, où je peux être amené à accompagner aussi des jeunes dans la recherche d'eux-mêmes. Mon autre activité, c'est effectivement accompagner des projets que je choisis, sur lesquels je suis souvent trésorier bénévole, que je choisis en fonction de la raison d'être du projet, dans la mesure où il me parle, enfin on en parlera par la suite, et accompagner avec non seulement le partage de la raison d'être, mais également mes moyens et mon talent dans les domaines de la finance et du suivi et du pilotage stratégique, qui est mon domaine de compétences. Et puis, pour finir, je suis aussi start-upper, c'est-à-dire que j'ai lancé ma boîte il y a maintenant 3 ans, en développant un logiciel, un outil de pilotage qui correspond fondamentalement à ce que je suis, à ce que j'ai aimé dans ce métier d'expert comptable et que je continue à pratiquer dans mon quotidien auprès des associations ou des organisations que j'accompagne, qui est un outil qui permet aux décideurs d'y voir clair, d'accepter de voir la réalité en face à travers les chiffres qui caractérisent leur activité et dans une vision qui leur correspond, et de partager avec eux la manière dont ils construisent aujourd'hui leur futur à travers la construction et le pilotage par le budget. Enfin, je pense que nous aurons l'occasion d'en parler. Et ça, c'est un projet très excitant, avec un outil qui me ressemble et qui m'émerveille chaque jour dans la manière dont il me permet de créer de la relation avec les gens que j'accompagne, et qui est aussi partagé par les quelques early adopters experts comptables qui l'utilisent et qui constatent à la fois le bienfait de cet outil pour leurs collaborateurs, qui trouvent enfin un sens à leur travail autour de la comptabilité, et qui permettent aussi à leurs clients d'avoir le sentiment que leur expert comptable comprend enfin ce qu'ils font. Voilà quel est aujourd'hui mon quotidien, mais je pense que nous reparlerons de tout ça. Et tu fais beaucoup de choses, je ne sais pas si une interview, ça va suffire. Mais en tout cas, c'est l'histoire d'une vie, enfin, oui. Et puis c'est enfin, peu importe, nous verrons bien. La seule chose qui existe, c'est le moment présent. Et avant qu'on recommence vraiment sur ton parcours, je voulais rebondir par rapport à 2 choses que tu avais dites. La première chose, c'est le fait que alors tu as ou tu vas avoir prochainement 70 ans et que tu fais plein de choses, et que t'as dit un peu en gros c'est pas forcément la fin, enfin on peut continuer de faire plein de choses, et je trouve que c'est super important parce que il y a des personnes des fois qui peut-être des personnes qui nous écoutent, qui se posent des questions et qui se disent mais non, mais moi maintenant je suis embarquée dans une branche, l'expertise comptable par exemple, et je peux pas changer, ou je suis je sais pas, je suis salariée, je peux pas prendre de risque de monter une boîte, ou l'inverse, je suis peut-être associée ou créateur et je peux pas redevenir salarié. Enfin en fait, de dire la vie elle s'arrête pas à 25 ou à 30 ans, c'est pas parce qu'on a commencé dans une voie qu'on peut pas changer et qu'on peut pas toujours continuer de créer, même si on prend de l'âge et de l'expérience. Oui, alors c'est un très beau sujet que tu mets sur la table de cette discussion. Je pense que ce qui est important, l'histoire de nos vies, c'est de réussir à devenir ce que nous sommes. Et ce que nous sommes, ça n'est pas notre métier, c'est ce que nous sommes au fond de nous. Et rien n'est jamais gravé dans le marbre, c'est-à-dire que la seule vérité, c'est la vérité du moment. Aujourd'hui, je suis ça, est-ce que ça me convient, est-ce que je suis bien dans ce que je suis? Et la question, c'est est-ce que je suis capable de m'écouter, d'écouter mon corps, et de me dire oui, je suis à la bonne place ou pas? Et mon accompagnement, il est dans cette réflexion, est-ce que je suis à la bonne place?
J'aime bien dire, là on rentre déjà dans le vif du sujet en quelque sorte. Enfin, on pose souvent la question pour une entreprise, on pose 3 questions. Quelles sont ses valeurs? Quelle est sa vision? Et quelles sont ses missions? Et donc ça, j'ai vécu avec ça professionnellement. Et puis un jour, je me suis dit, mais ces 3 questions, pourquoi est-ce que je me les pose pas pour moi? Et quand j'accompagne des jeunes, je dis, ben pose-toi ces 3 questions-là. Alors les valeurs, c'est pas la peine d'en parler, parce que les valeurs, tu as juste à réfléchir à la manière dont tu agis, et en fonction de ce que tu agis, tu vas comprendre quelles sont tes valeurs. Et c'est pas parce que je les affiche que c'est vrai, c'est parce que je les vis. Donc ça, c'est pas le sujet. Mais en revanche, quelle est ma vision? Quelle est ma vision du monde? Et derrière cette question de ma vision du monde, moi, je pourrais dire, par exemple, dans ma vision du monde, j'aime à dire que nous savons que chaque être est unique, mais je n'aime pas dire chaque être est unique, j'aime dire chaque être est différent. Pourquoi? Parce que ça me permet de dire que je m'enrichis de la différence de l'autre. Et donc, dans ma vision du monde, j'ai besoin de l'autre parce que justement, il est différent de moi et que cette différence m'enrichit. C'est un exemple, enfin, je pourrais parler d'autres visions du monde, d'autres éléments de la vision du monde. Et la dernière, c'est quelle est ma mission? C'est-à-dire, quelle est ma mission dans ce monde? Et à chacun de réfléchir à sa vision, sa mission en tant qu'être humain, pas de façon effectivement très symbolique. Et bien entendu, c'est une question qui interpelle et qui interpelle particulièrement les jeunes qui se sont pas forcément posé cette question-là et qui disent mais c'est pas facile d'y répondre. Et je dis mais pour y répondre, la première chose à faire, c'est de réfléchir à ce qu'on est en train de faire au moment où on se sent bien. Quand ton corps te dit qu'il est bien, qu'il est chaud, etc., qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu es en train de créer comme relation à l'autre? Et ça te permet de comprendre quelle est ta mission et d'essayer de poursuivre ça. Et on va peut-être, enfin, en ce qui me concerne, j'ai réfléchi à ces 3 éléments-là. Donc, je vous ai donné valeur, on n'en parle pas, un exemple de vision du monde. Moi, j'ai compris sur le tard, on y reviendra, que ma mission, elle se décomposait en 3 parties. Transmettre, j'adore transmettre, mais j'ai pas été prof. C'est pas mon truc d'être prof. Je transmets autrement. Accompagner, j'adore accompagner. Et l'accompagnement, pour moi, c'est quelque chose qui ne me fonctionne que quand il est réciproque. C'est-à-dire que j'accompagne mes jeunes mémorialistes, mais eux aussi, ils m'accompagnent. Parce qu'ils m'apportent leur jeunesse, ils m'apportent leurs idées, et on s'enrichit mutuellement. Et un bon accompagnement, il est réciproque. Et puis, ma 3e mission, alors j'utilise ce terme de révéler. Ma mission, c'est d'accompagner les gens à trouver les ressources qu'ils ont en eux. Je considère qu'on a chacun des ressources exceptionnelles et qu'il faut juste simplement s'autoriser à aller les chercher. Et ce qui m'intéresse, c'est d'aider l'autre à trouver les ressources exceptionnelles qu'il a en lui. Quand je suis un peu plus relâché, je parle des ressources divines, mais voilà, chacun y trouvera son compte ou pas. Donc, tout ceci, c'est l'histoire d'une vie. J'ai compris, on y reviendra, j'ai pas choisi d'être expert comptable. C'est une histoire familiale. Et j'ai toujours eu du mal avec ce métier. Et j'ai toujours eu du mal à dire que j'étais expert comptable. Parce que c'était pas l'image que j'avais envie de renvoyer. Et finalement, j'ai pas mal réussi dans ce métier. Mais pas forcément avec tout le monde, pas forcément avec tous les clients. Et je me pris conscience après, quand j'ai répondu à ces questions sur mes missions, que dans ma mission fondamentale d'être humain, d'accompagnateur, j'étais à la bonne place en tant qu'expert comptable. Et ce que je réussis dans ma métier d'expert comptable, c'est cette notion d'accompagnement. Et c'est pour ça que j'ai réussi dans un métier que j'ai pas choisi. Et aujourd'hui, depuis que j'ai vendu mon cabinet et que je choisis le lieu où je vais aller, et le développement de cet outil Tipeesoft, c'est typiquement moi. C'est-à-dire, Tipeesoft, c'est un outil d'accompagnement. Et c'est ça sa valeur. Et il a été construit par quelqu'un qui veut partager ça. Et qui veut offrir ça à ceux qui partagent cette vision du métier, notamment, d'accompagnement. Et ce que tu dis, ça me fait penser à l'interview que j'avais faite avec Françoise Savès, où elle disait qu'il fallait, enfin, je pense que tu la connais. Très bien, Françoise. On a vécu plein de belles choses ensemble. Il fallait différencier le jeu et le terrain de jeu, dans le sens où le terrain de jeu, par exemple, ça peut être l'expertise comptable, mais ça peut être n'importe quel, enfin, on va dire, ça peut être un métier
mais qu'après le jeu c'est nous ce qu'on en fait, et que par exemple on peut, en gros, ce que je comprends dans cette phrase un peu, c'est qu'on peut s'épanouir quasiment peut-être dans tous les métiers, où en fait c'est la façon dont on le fait, ou par exemple en tant qu'expert comptable, les clients qu'on va avoir, je sais pas, la culture d'entreprise, les valeurs, la mission. Enfin en fait, peu importe dans quel métier un peu on est ou dans quelle branche, on peut trouver des façons de s'épanouir. Je suis mais complètement en phase avec ça, et c'est pour ça que je parle de cette mission symbolique dans une mission qui est beaucoup partagée, qui est prendre soin. Il y a des milliards de manières de prendre soin, il y a des milliards de métiers qui permettent de prendre soin. Le médecin prend soin, le psychiatre prend soin, le psychanalyste prend soin, mais le consultant aussi, le coach aussi. Et nous, dans une certaine mesure aussi, nous prenons soin des gens que nous accompagnons. Mais même si c'est pas notre mission essentielle. Donc, ce qui est vraiment fondamental, c'est de trouver un métier dans lequel on peut réaliser sa mission. Et je rebondis aussi sur ce que tu disais par rapport à la mission qu'on peut trouver quand en fait on regarde ce qu'on fait et là où on se sent bien. Une problématique que je vois, alors entre guillemets, pour moi ça peut être facile parce qu'en fait vu que je fais plein de choses, en fait il suffit de regarder ce que je fais et je peux trouver ma mission. Mais pour des personnes qui osent pas forcément faire des choses, ou qui ne se sentent bien, en tout cas par exemple qui sont salariés et qui se sentent pas forcément bien là-dedans, mais qui n'ont pas forcément d'autres projets ailleurs, ou en fait comment tu fais pour savoir Je fais avec beaucoup d'humilité. Je pense que nous ne sommes pas égaux. Nous n'avons pas tous le même niveau de conscience et le même besoin intime d'épanouissement. À travers ça, c'est une façon de dire que certains, comme toi et moi probablement, sommes en recherche. Nous nous posons des questions, nous cherchons notre place et nous cherchons qui nous sommes. Et nous avons un très fort niveau d'exigence vis-à-vis de nous-mêmes sur ce sujet-là. Mais tout le monde n'est pas à ce niveau de conscience-là. Et il y a un certain nombre de personnes que nous fréquentons qui préfèrent avoir des réponses, qui préfèrent qu'on leur donne un cadre, qui s'épanouissent dans un cadre dans lequel ils se rassurent. Et il faut respecter ça. Et simplement, ce que j'aime à dire, c'est que si nous avons, toi et moi, un niveau de conscience plus élevé, c'est pas un jugement de valeur, c'est juste une réflexion. C'est à nous de nous mettre à disposition de ces gens-là. Et s'ils veulent progresser, de les aider à progresser, de les aider à prendre conscience de leurs valeurs, et éventuellement de les laisser agir et évoluer à leur rythme. Et nous n'avons aucun pouvoir sur les autres. Donc en fait, si je comprends bien ce que tu me dis, c'est que tout le monde aussi ne cherche pas forcément à se réaliser, entre autres par exemple par le travail, où il y a des personnes qui vont se dire j'ai un job et en fait je me pose pas trop la question de si ça me plaît ou pas, par exemple. Moi c'est Bien vrai sûr. que moi je me pose la question et c'est évident, et que si ça me plaît pas, je vais changer ou autre, mais en tout cas faire en sorte que la situation évolue, mais que tout le monde n'est pas comme ça. Exactement. Il n'y a pas de hasard que nous soyons tous les deux en train d'échanger sur ce sujet aujourd'hui. Mais voilà, ça n'est pas la problématique d'un certain nombre de gens, qui sont effectivement dans ce que j'appelle un niveau de conscience différent, et qu'il faut respecter. Et après, on parlera peut-être de plus en avant de ma vision du monde, qui est une vision très spirituelle, d'une spiritualité sans Dieu. C'est pas le sujet, mais qui justement me permet de lire le monde de façon très positive, et justement en respectant le rythme de chacun et les demandes de chacun. Et je voulais rebondir sur une deuxième chose que tu avais dit quand tu accompagnes les mémorialistes. Déjà, je voulais savoir est-ce que c'est une offre vraiment que tu as, une sorte de coaching que tu proposes, ou tu fais ça un peu comme ça. et par rapport à ça, toujours, tu disais, une fois qu'ils auront le diplôme, ça leur permettra de se poser la question de qu'est-ce qu'ils veulent faire vraiment, mais pourquoi attendre le diplôme en soi? Il n'y a pas besoin d'attendre le diplôme pour se poser toutes ces questions. Alors, je crois
à ce moment de ma vie qu'il n'y a pas de hasard dans les rencontres. Je n'ai pas une offre, comme certains, d'accompagnateurs de mémoire, mais bon, j'ai une certaine image, une certaine réputation dans la profession qui font que et puis je communique aussi, notamment encore aujourd'hui, notamment pour offrir Tipeesoft à mes confrères, fait que j'ai une visibilité qui m'amène à croiser des jeunes mémorialistes et ceux qui ont envie de faire un mémoire qui soit pas du tout un mémoire technique, mais dont je parlais tout à l'heure, un mémoire plus de réflexion personnelle, qui soit une manière de travailler sur sa propre vision du monde, pourquoi pas de l'expertise comptable. On a quelque chose à partager, quoi. Moi, j'ai rencontré un psychiatre génial qui a accompagné mon dernier fils, qui dit mais je ne peux travailler qu'avec des gens avec lesquels il se passe des choses, avec lesquels on a des choses à partager. Donc voilà, les accompagnements que je fais, c'est avec des gens avec lesquels nous avons des choses à partager, nous avons un accompagnement réciproque à faire. Pour ta deuxième question autour de c'est quoi, pourquoi attendre le mémoire, la fin du mémoire pour se poser ces questions-là, c'est pas mon sujet à moi. C'est simplement dans les gens que je rencontre, ils ont besoin d'aller au bout. Ils ont besoin pour ne pas avoir de regrets. Enfin, moi, j'aime à dire, chaque fois j'ai eu un choix à faire, j'ai toujours fait le choix de ce que je serais sûr de ne pas regretter, même si ça me faisait peur. Et je vois bien, et j'essaye d'évaluer ça, en tout cas de faire en sorte que les gens que j'ai en face de moi puissent y réfléchir. Est-ce que je suis prêt, et j'ai un exemple d'une collaboratrice de cabinet qui a vraiment du mal avec ses examens, avec son mémoire. Et de temps en temps, je la titille en lui disant, mais est-ce que tu as vraiment besoin d'aller au bout? Et la réponse, c'est elle qui l'a, c'est pas moi. Quand je sens ce besoin d'aller au bout, je dis ok, on y va, quoi. Et je suis là pour t'accompagner. Et après, une fois que tu seras au bout, là, réfléchis, parce que si ça a été si difficile pour toi, pose-toi la question de pourquoi ça a été difficile. Est-ce que tu es vraiment à la bonne place? Autorise-toi ça. Et tu auras, et il aura fallu que tu aies ton mémoire pour pouvoir te sentir libre de penser à autre chose. C'est poser les bonnes questions pour faire réfléchir. Tu as parlé de quelque chose qui aujourd'hui est juste fondamental, poser les bonnes questions. Et au moment de cet environnement qui nous parle tellement d'intelligence artificielle, moi j'ai pas peur de l'intelligence artificielle, parce que la vraie question de l'intelligence artificielle, c'est quelle est la bonne question que je peux poser. Et aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de personnes pour moi qui posent les bonnes questions. Donc, à l'intelligence artificielle ou en général? En général. En général. Et ça fait partie de mes missions. J'aime aussi, ça a été l'histoire de ma vie, de dire, voilà, je veux lutter contre ma propension à être sur des faux combats, quoi. Quelles sont les vraies questions et comment je peux me débarrasser des mauvaises. Et ça me fait penser à une situation, alors je crois que j'en ai un peu parlé dans mon livre, mais où j'avais une étudiante qui m'avait envoyé un message en me disant qu'elle avait pas des bonnes notes, etc. Et elle me demandait des conseils pour améliorer ses notes. Donc en général, je demande déjà c'est quoi tes notes, et elle avait des 13-14 et pour elle c'était pas des bonnes notes. Donc du coup justement je lui ai pas donné de réponse, mais je lui ai demandé pourquoi pour toi c'est pas des bonnes notes. Et si c'était pas des bonnes notes, quel serait le problème entre guillemets à ne pas avoir de bonnes notes? Quand t'as des notes qui permettent de valider, en tout cas, c'est que le problème c'est pas de valider le diplôme, mais du coup ça fait écho un peu à ce que tu dis, de poser les bonnes questions et de pourquoi on ressent ça alors qu'objectivement des fois. Bien sûr. Là, tu as effectivement dans ces cas-là, il faut toujours poser. La réponse c'est pose-toi ces questions-là, quoi. Après, moi j'ai mon idée sur le sujet, c'est les messages contraignants de tes parents soient parfaits, quoi. Est-ce que c'est ça? Il n'y a pas quelque chose à aller chercher là-dedans? Aux autres et de vouloir être la meilleure alors que. Ouais, c'est ça. Le soit parfait, soit le meilleur, quoi. Voilà, j'ai eu l'occasion de réfléchir à justement cette notion de message contraignant. Dépêche-toi. Toutes ces choses qui nous ont empêchés d'être nous-mêmes, quoi.
quand on était petit. Et alors justement, quand t'étais petit, comment tu étais? Quel type d'enfant tu étais? J'étais le troisième donc d'une fratrie de 3, le petit dernier. Voilà, enfin très soupe au lait, pareil, c'est une expression, très très réactif. De cette expérience, je me suis dit non, quand j'aurai 2 enfants, ce sera un nombre pair, parce que dans un nombre impair, il y a toujours un laissé pour compte, et j'avais l'impression que le laissé pour compte, c'était moi. Est-ce que t'étais le chouchou un peu, ou parce qu'on a peut-être ce cliché de dire que le dernier est chouchou? Non, le chouchou de ma mère, c'était mon grand frère. Et j'ai pas eu du tout le sentiment d'être le chouchou. En revanche, il y a quelque chose qui m'a été qui m'a influencé très fortement, c'est que tout le monde me disait que j'étais le portrait de mon père. Et donc j'ai eu l'impression d'avoir mon père que pour moi, parce que j'étais son prolongement. Mais en même temps, c'était quelqu'un d'inatteignable. Donc ça n'a pas été forcément facile. Et il faisait quoi comme métier, tes parents? Mon père, alors ça fait partie de l'interview, mon père, c'est lui qui a créé le cabinet. Okay. En 45, après la guerre, quand il est rentré à Paris, il a eu ce projet. Il était conseiller juridique et fiscal. Il avait fait HEC et il a eu envie de créer son propre cabinet, et il a demandé à un de ses copains HEC, expert comptable, s'il voulait partir avec lui dans une aventure, et ils ont créé un cabinet tous les deux, l'expert comptable et le conseiller juridique et fiscal, donc qui était déjà dans l'air du temps de rallier le chiffre et le droit, de créer un cabinet pluridisciplinaire. Mais c'était le tout début des cabinets. Enfin, je sais. Enfin, il y a l'ordonnance de 45. Avant, ça existait déjà le statut d'expert comptable au niveau, légal. Alors, et manifestement oui, puisque c'était en 45 et que l'associé de mon père était déjà expert comptable. Mais voilà, ils ont agi en tant que indépendants à l'époque, mais en ayant chacun leur plaque dans un endroit commun, et en étant déjà dans l'idée que c'était, on a utilisé ce terme à un moment, guichet unique, le guichet unique en tant qu'écosystème de conseil. C'était déjà une vision un peu avant-gardiste de ce cabinet pluridisciplinaire. Et quand le métier de commissaire aux comptes est arrivé, ils ont pu être commissaires aux comptes chacun. Donc, il y avait dans le même cabinet le commissaire aux comptes, le conseiller juridique et fiscal et l'expert comptable. Et ta mère, elle faisait quoi? Ma mère était artiste peintre. Ah oui, donc radicalement opposé, en théorie. Voilà, mon père était... je raconte rapidement l'histoire de mon père, puisque bien entendu ça a de l'importance sur ce que nous sommes, mais mon père est né à Tbilissi, à l'époque ça s'appelait Tiflis, en Géorgie, donc dans l'empire de l'Union soviétique, et il a dû quitter Tbilissi en 21 quand les bolcheviks sont arrivés là-bas. Et ils ont émigré, ils sont passés par Constantinople à l'époque, Berlin, et d'origine juive, quand Hitler a commencé à prendre de l'importance, il a préféré quitter Berlin, et il s'est trouvé à Paris, où il avait fait son droit en Allemagne, et il a fait HEC en rentrant à Paris. Et voilà, il est devenu conseiller juridique et fiscal, en travaillant pour, à l'époque, un petit cabinet qui s'appelait la Fiduciaire de France, voilà, qui est devenu après KPMG. Ah oui. Je savais pas que ça s'appelait pas KPMG. Ou peut-être que ça a été racheté. C'est la Fiduciaire de France s'est fait racheter par KPMG au moment où KPMG est entré en France pour justement élargir rentrer sur ce marché-là. Et donc tu nous as parlé un peu rapidement de ton caractère. T'étais plutôt timide ou plutôt extraverti? Alors j'étais extrêmement timide, d'une timidité quasiment maladive. Donc je me cachais, je me réfugiais derrière beaucoup de choses. Notamment, j'ai toujours été passionné par la relation à l'autre.
mais j'étais dans l'écoute, dans une mauvaise écoute parce que j'étais en tellement grande difficulté avec moi-même. Mais j'aimais écouter les autres parce que je détestais parler de moi. Enfin, je n'avais aucun intérêt. Voilà. Donc, ce qui était intéressant, c'est les autres. Moi, je n'avais rien à dire. Et au niveau des notes, où est-ce que tu te situais? Je faisais le minimum nécessaire. J'étais pas du tout un élève brillant, j'étais pas un mauvais élève non plus. Voilà, je faisais le nécessaire pour passer, tout simplement, quoi. J'avais pas d'ambition particulière et c'était pas, je ne me réalisais pas dans mes études non plus, quoi. Et est-ce que c'était accepté par tes parents? Enfin, est-ce que c'était quelque chose, est-ce qu'ils te poussaient ou? Non, j'avais pas le sentiment qu'il y avait de leur part une projection de quelque chose sur moi particulièrement. Donc, enfin, je ressentais beaucoup d'amour de la part de mon père et donc un vrai amour pur, donc pas dans une projection d'une réussite, mais en même temps avec l'envie quand même. Et ça, c'était vraiment son projet qui était lié à son histoire personnelle. De transmettre, et notamment son projet, c'était vraiment de nous transmettre son cabinet. Il avait très bien réussi son cabinet, et lui qui avait eu cette vie difficile où il avait dû fuir beaucoup de lieux et lâcher beaucoup de choses, il a toujours considéré que le plus bel héritage qu'il pouvait nous transmettre, c'était son outil de travail et pas des biens ou des richesses autres, quoi. Et donc son projet à lui, c'était de transmettre son cabinet à ces deux garçons, puisque à l'époque les femmes ne pouvaient pas avoir de statut de professionnel libéral, ça ne se faisait pas. Donc il fallait soit qu'elles aient un beau mariage, soit qu'elles soient éventuellement fonctionnaires. Mais donc ma sœur était hors du coup. Et donc toi, est-ce que tu t'es posé la question à un moment de savoir ce que tu voulais faire comme métier, ou finalement, comme ta voie était un peu toute tracée, tu t'es pas posé? J'ai toujours été attiré par... Alors, ma mère était artiste peintre, je ne m'entendais pas forcément très bien avec ma mère, donc j'ai eu du mal avec la peinture. En revanche, comme par hasard, j'étais très attiré par la photo. Et c'était une de mes passions, et puis par aussi le cinéma. Pourquoi je raconte ça? Parce que mon père avait un client qui travaillait avec Agfa, qui était à l'époque qui faisait du cinéma, et qui avait dit à mon père: mais si ton fils a envie, je lui file une caméra, des films, et puis il pourrait y aller. Et mon père avait dit non, surtout pas. Donc il avait fermé le banc pour surtout ne pas faire en sorte que je puisse être attiré par autre chose que par la reprise de son cabinet. Voilà, donc j'ai mis sous le tapis toutes mes envies en me disant mais voilà, je veux pas décevoir mon père et je vais suivre la voie qu'il a envie d'avoir pour moi, quoi. Et comment ça se passait au niveau du cursus? Je sais pas si ça a beaucoup changé, parce que je suppose que du coup tu as suivi le cursus pour devenir expert comptable. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Est-ce que ça te plaisait? Tu aurais pu finalement découvrir que ça te plaisait? Je vais rajouter un petit truc juste avant, et après je viendrai, mais donc ma réaction a été de me dire bon, ok, mon père veut que je sois expert comptable, donc pour lui faire plaisir, parce que j'ai tellement envie de lui faire plaisir, je vais être expert comptable. Il avait demandé la même chose à mon frère, à mon grand frère, qui lui a eu le courage, je ne sais pas si c'est le terme, mais en tout cas qui a dit non, ça, ce métier, ça m'intéresse pas. En revanche, le droit m'intéresse. Alors c'est marrant parce que mon père était conseiller juridique et fiscal. Donc je veux bien faire mon droit, et lui a fait son droit et Sciences Po, il est devenu conseiller juridique et fiscal. Et moi, je me suis donc dirigé vers l'expertise comptable. Et mon histoire a été très chaotique avec le diplôme. C'est-à-dire que j'ai réussi pour... Mon père j'ai eu mon bac... Ouais, je peux le raconter. Quelques jours, j'étais passionné de moto. Je me suis acheté une petite moto avec l'argent que j'avais gagné des photos que j'avais vendues de la représentation théâtrale du lycée dans lequel j'étais. 2 semaines avant mon bac, j'ai eu un accident de moto.
donc fracture du fémur, et j'ai pas pu passer mon bac. Et tous mes copains l'ont raté. Et moi, j'ai pu travailler pendant l'été, puisque j'étais bloqué et que j'avais rien d'autre à faire. Mes parents m'ont accompagné, m'ont trouvé quelqu'un pour m'aider à travailler, et j'ai passé mon bac en septembre et je l'ai eu. Ça c'est pour dire que si jamais j'avais pas eu cet accident de moto, j'aurais raté mon bac certainement. C'est pour dire à quel niveau j'étais. Et mon père a réussi à me faire entrer à Dauphine, parce qu'on avait un ami qui m'a permis de rentrer à Dauphine. Et j'ai donc pu continuer mes études à Dauphine ou aller vers l'expertise comptable. Et j'étais assez heureux là-dedans. J'ai trouvé des choses qui me plaisaient bien, il y a des choses que je détestais, mais d'autres que j'adorais, notamment l'informatique. Et puis le contrôle de gestion, enfin tous ces aspects-là, j'ai compris après ce qui permet de donner du sens aux chiffres m'a toujours plu. Et donc c'était une belle voie pour entrer dans le métier d'expert comptable. J'y suis entré là aussi avec l'aide de mon père, qui avait été approché à l'époque dans son cabinet par la fiduciaire de France qui voulait racheter son cabinet. Et mon père a dit aux dirigeants de la fiduciaire à l'époque, non, je ne suis pas vendeur parce que je veux transmettre à mes enfants. En revanche, ce que je peux vous proposer, c'est que vous preniez mes enfants à la sortie de leurs études, et s'ils sont heureux chez vous, eh ben, vous prendrez le cabinet et les choses se passeront. Et si jamais ils ont envie de reprendre le cabinet, ben, ils se seront formés chez vous, ils reprendront le cabinet, mais vous aurez créé un lien. Et c'est ce que nous avons fait. Mon frère est allé chez Fidal, et moi, je suis allé à Fidex, et c'est comme ça que nous avons commencé notre carrière. Et donc, je suis rentré à Fidex, et je me suis inscrit, je sais pas, enfin, je sais pas si j'ai passé tout de suite mon examen de révision, ou pas, et donc je me suis inscrit pour le stage. Et donc, j'ai travaillé dans ce métier que j'avais pas choisi. Et je me suis débrouillé de telle manière que j'ai réussi à faire invalider mon stage. Invalider ? Invalider. Et comment ça se fait, ça ? Donc il a fallu que je le recommence, parce que j'avais pas déposé mes rapports en temps, j'avais pas fait le nécessaire. Fait tes obligations. Et donc j'ai dû repartir pour 3 ans de stage. Ah oui, carrément. Et j'avais pas eu de problème avec l'examen, que j'avais réussi, mais voilà, j'avais pas fait le nécessaire comme si j'avais pas envie d'y aller, quoi. Et le mémoire, ça a été la même difficulté. C'est-à-dire, j'ai versé sur mon mémoire, j'ai pris beaucoup de temps à trouver un sujet qui m'animait et à faire mon mémoire. Alors que j'étais déjà dans le cabinet, que j'avais déjà repris le cabinet, donc je pouvais pas être le successeur de mon père. Enfin, j'y reviendrai. Et ça, c'est quelque chose d'important, notamment. Enfin, oui. À un moment, arrive dans l'histoire du cabinet une rencontre. Le cabinet marche bien. Enfin, je sais pas comment expliquer ça aussi dans l'ordre chronologique, ce qui est vraiment important à dire. Mon père a racheté la part de son associé, dont les enfants ne voulaient pas reprendre le cabinet, pour faire en sorte que nous puissions reprendre, mon frère et moi. Mon frère, après avoir fait ses années d'expérience chez Fidal, est rentré, et au moment où l'un des collaborateurs de base de l'expertise comptable est parti, j'ai quitté Fidex pour rentrer dans le cabinet. Et mon père avait mis en place un processus de rachat avec son associé, et qui aboutissait à une signature définitive et un paiement du solde du prix en décembre 1982. Et donc fin décembre 1980, il signe, et donc devient le seul propriétaire du cabinet. Et donc nous avions les coups des franches, mon frère et moi. Et il meurt un mois après. Il avait réalisé son objectif de transmettre son cabinet. Nous étions, mon frère et moi, les successeurs propriétaires du cabinet, et il avait réalisé son projet, et il nous laisse le cabinet. C'était une question un peu lourde à assumer, surtout moi pour un métier que j'avais pas choisi. Donc j'ai mis du temps à assumer tout ça. Et tu pouvais pas reprendre le cabinet parce que tu n'avais pas le diplôme. Et j'ai fait venir un expert comptable que j'ai connu à la fiduciaire,
qui a accepté de prendre la présidence du cabinet en tant qu'expert comptable, et on s'est organisé pour être bien entendu en phase avec les normes et les obligations déontologiques. Et on a développé le cabinet, mon frère et moi. J'ai fait venir aussi enfin, il n'est pas expert comptable, un collaborateur qui est devenu mon ami de la fiduciaire, et qui a joué le rôle d'intermédiaire entre mon frère et moi, parce que c'est important d'avoir quelqu'un de neutre dans cette fratrie. Et j'ai eu beaucoup de mal à trouver à aller vers le diplôme, et notamment à trouver un sujet de mémoire. Et un jour est arrivé dans notre cabinet des consultants, qui étaient consultants d'un cabinet très proche de la profession, qui était Serriès Consult Associés. Le fondateur de ce cabinet était le fils d'Amédée Serriès, le fondateur de CCMC, qui est devenu CCMX, qui était l'un des 2 prestataires informatiques de la profession avec Cégide. Et le fils du fondateur de CCMC avait créé son cabinet de conseil. Il travaille beaucoup sur l'accompagnement des entreprises, les projets informatiques et l'audit informatique, etc. Et comme il cherchait à se développer sur la clientèle de PME, qui était beaucoup trop chère à atteindre pour un cabinet de conseil, ils se sont dit, mais on va aller faire quelque chose avec les experts comptables et on va être leur ressource conseil sur leur clientèle de PME, et comme ça on pourra supprimer nos coûts commerciaux. Et donc leur projet, c'était de créer un groupement de conseils qu'ils ont appelé Alliance Conseil, et ils sont allés chercher on a eu des 80 cabinets de taille intermédiaire, c'est-à-dire entre 20 et 100 personnes, avec cette vision de conseil pluridisciplinaire, pour créer ce mouvement Alliance Conseil, qui a effectivement vu le jour dans les années 89 et qui se fondait sur un travail qui a été fait par la Fondation Amédée Serriès autour du développement du conseil dans les cabinets d'expertise comptable. Donc la question du conseil, conseil dans les cabinets d'expertise comptable, c'était déjà un vrai sujet dans les années 80. La question est où en est-on aujourd'hui, mais on y reviendra certainement. Et j'ai été beaucoup touché par cette démarche, et elle me parlait énormément. Et donc on a adhéré à ce mouvement Alliance Conseil, et on a été, et dans ce mouvement, la cotisation était accompagnée d'une mission réalisée par ces consultants à l'intérieur du cabinet pour nous faire réfléchir à qui nous étions et à notre stratégie. Et pour une fois, je me suis retrouvé de l'autre côté du miroir en étant conseiller, et j'ai ressenti la valeur de ce conseil que j'avais jamais ressenti moi en tant qu'expert comptable dans ma relation avec mes clients. Et ce moment d'Alliance Conseil a été absolument magique pour moi, et ça a été une vraie révélation, et ça a été mon sujet de mémoire, comme par hasard. J'ai fait mon sujet de mémoire sur le groupement de conseils pluridisciplinaires. Je fais un petit clin d'œil à Yvan sur le sujet. S'il nous écoute, Yvan, qui est mon maître de stage, qui a rencontré Thierry il y a la semaine dernière ou il y a 10 jours. Voilà, et vers lequel je suis allé parce que je l'ai entendu raconter son histoire, et je m'y suis retrouvé totalement. Alors pas sur le podcast, peut-être prochainement, mais c'était sur un post LinkedIn en l'occurrence où il y avait une petite vidéo sur sa vision un peu du métier de l'expert comptable. Absolument. Donc j'ai eu envie, cette vision stratégique qui nous avait été apportée par ces consultants qui ont construit ce groupement Alliance Conseil, j'ai eu envie d'en faire mon mémoire, et c'était aussi pour moi la pierre nouvelle que j'apportais au cabinet, dans lequel je me sentais pas forcément si légitime, puisque j'étais le fils du fondateur. Et donc il fallait que j'y crée quelque chose qui m'appartienne, et ça a été cette histoire-là. Et donc j'ai fait mon mémoire sur ce sujet, et je me souviens quand j'ai été à la soutenance, la première chose que les examinateurs m'ont dit: on a lu votre mémoire comme un roman. Voilà, je trouvais que c'était assez marrant, et c'était comme un bon roman, j'espère. Ah ben oui, mais comme ils avaient le sourire, j'imagine. Ouais, et donc voilà, ma soutenance s'est bien passée.
Et ça les a effectivement intéressés d'avoir cette réflexion dans laquelle l'expert comptable avait le rôle de maître d'œuvre des missions, de l'ensemble des missions du groupement et des missions de conseil auprès de ses clients. Et ça me fait penser à quelque chose par rapport aux mémoires. Alors, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. Il y a pas mal de personnes qui disent qu'il y a 2 types de mémoires. Il y a les mémoires qu'on fait pour valider. Et il y a des mémoires qui sont un peu plus que ça, entre guillemets, comme tu dis, sans faire de jugement de valeur, mais où c'est, par exemple, dans ton cas, c'était aussi un moyen de légitimer ta position dans le cabinet, ou pour d'autres, ça peut être parce que c'est un peu leur projet de mission après, quand ils vont créer leur cabinet, ou d'association ou autre. Enfin, ça s'inscrit au-delà de la validation du diplôme. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Mais complètement. Et pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, je ne me sens pas concerné personnellement par les mémorialistes qui font des sujets techniques. Manifestement, ils le font parce que c'est intéressant intellectuellement, bien entendu, d'approfondir et de faire des recherches sur une question technique, mais l'objectif, c'est effectivement le diplôme. Les mémorialistes qui viennent vers moi, ils viennent sur des sujets sur lesquels ils se sentent concernés, qui correspondent à leur mission de vie. Ils n'en sont pas forcément conscients. Et je leur dis, mais osez. Ce mémoire, vous le faites pour vous, et c'est pour ça qu'il sera formidable. Et si vous êtes sincère, et si vous portez le sujet, même si vous tombez, parce que je sais que votre crainte, c'est de tomber sur un jury qui ne vous comprenne pas. Mais si vous êtes sincère et si vous portez le sujet, c'est pas parce qu'ils ne comprennent pas votre sujet qu'ils vont pas apprécier le travail que vous avez fait et qu'ils vont pas vous donner, peut-être simplement le minimum, mais qu'ils vont pas vous le donner. Mais au moins, ça, le mémoire, il vous aura apporté à vous. C'est ça, c'est faire la différence. Je pense qu'on peut faire la différence entre aussi, on peut apprécier personnellement ou être d'accord avec une personne et reconnaître que ça a une valeur, que ça a été du travail. Enfin, c'est 2 choses différentes. On peut ne pas être d'accord avec la personne, mais respecter la qualité du travail et la profondeur de la réflexion et de la recherche. Et je pense à certains mémorialistes. J'ai une jeune consoeur, elle est forcément plus jeune que moi, donc pour ça je dis jeune, qui a fait son mémoire sur la marque employeur. C'était pas forcément gagné, mais je l'ai rassurée sur le fait que c'était important pour elle. Et elle a pas eu une bonne note, elle a eu 110, mais en même temps, grâce à ça, je l'ai introduit dans des cercles de réflexion syndicale, et ça lui a permis de rentrer en relation avec plein de belles personnes qui ont permis de trouver sa voie et de s'épanouir grâce à son sujet, parce que c'est le sujet qu'elle portait et qu'elle le portait bien et qu'elle était juste sur ce sujet. Alors que la note, finalement, c'est aussi pour l'ego ou pour un sentiment d'accomplissement personnel, mais finalement, une fois qu'on a la note, je veux dire 10 ans ou 20 ans après... Et puis, à côté de ça, c'est une telle souffrance, ce mémoire, où on est quelquefois à des périodes de sa vie où on est pris par énormément de choses, personnelles, familiales, professionnelles. On a peu de temps, il faut s'y consacrer, il faut y consacrer des vacances, des soirées, des week-ends. Autant faire quelque chose qui nous plaît et qui nous ressemble et qui vont nous servir. Et tu disais que les mémorialistes qui viennent vers toi, donc qui n'ont pas un sujet technique, souvent c'est justement au-delà de la validation du diplôme. Est-ce que tu penses que les sujets organisationnels sont plus sujets à ça, ou est-ce qu'il n'y a pas aussi des personnes qui peuvent faire un sujet organisationnel pour valider le diplôme? Mais c'est une question. Les sujets organisationnels sont fondamentalement une question. Moi, c'est une de mes passions. Tout ce qui tourne autour de la gouvernance, du management, de l'humain, comme pour beaucoup de mes confrères, comme toi notamment, c'est un vrai sujet. Et la question, c'est quel angle je prends quand j'attaque un sujet organisationnel. Moi, l'une de mes bibles en matière d'organisation et de gouvernance, c'est le bouquin de Frédéric Laloux, Reinventing Organizations, dans lequel il parle des entreprises libérées. Et ce que j'ai adoré dans ce bouquin, et ce en quoi il se distingue pour moi des autres bouquins de management, c'est qu'il décrit des organisations différentes et il fait le lien entre les recherches personnelles,
entre ce que sont les dirigeants et les organisations qu'ils portent. Et il dit dans l'entreprise Opale dont il fait l'apologie, il dit l'entreprise Opale, elle ne fonctionne que si le leader est aligné et si les gens que le leader choisit pour participer à ce sujet sont alignés. Et si jamais le leader disparaît et qu'un autre leader arrive et qu'il n'a pas cette vision-là, il faut revenir vers l'entreprise Orange. Donc l'organisation n'existe pas en elle-même, elle existe à travers les hommes qui la font vivre, et c'est ça qu'il faut aller chercher, quoi. Donc arrêter, et Dieu sait si dans nos métiers, et pas seulement dans les nôtres, mais on considère comme l'organisation dans la Bible, et pour moi c'était un faux combat, quoi. C'est pas l'organisation, c'est la manière dont les hommes font vivre l'organisation qui a du sens. Et c'est marrant que tu en parles parce que je crois que j'ai découvert Frédéric Laloux cette année. Enfin, j'ai acheté son livre, mais j'ai pas encore lu. Mais j'ai écouté, je sais pas si tu l'as écouté, son interview sur Génération Do It Yourself avec Mathieu Stéphanie. Mais pour ceux qui... j'ai déjà écouté des interviews de lui, pas forcément celle-là. Mais c'est un type génial, j'adore. Sensiblement la même chose. Mais oui, est-ce que tu peux nous parler, on digresse un peu, mais du coup, de ce que c'est l'entreprise libérée? L'entreprise libérée, c'est une entreprise dans laquelle le sens est perpétuellement présent. Quand j'ai pas mal œuvré dans la profession et j'ai notamment été à l'origine et construit des salons RH pour la profession. Et au cours d'un de ces salons, on a une consultante géniale qui a fait un atelier sur le management qui disait le management a 3 fonctions essentielles qu'il faut qu'il réalise et choisir dans chacune des situations dans quelle fonction il faut qu'il se projette. Et les 3 fonctions, la première, c'est être pilote. Ça, on sait assez bien faire. C'est parce qu'on gère des dossiers, on sait être le pilote de dossier, etc. C'est plus la fonction technique. C'est la fonction la plus technique. Absolument, c'est l'expertise. La deuxième fonction, c'est la fonction d'accompagnement. Alors, de coach ou d'accompagnement. Et celle-là, c'est une fonction forcément entre 4 yeux. C'est-à-dire, moi, en tant que manager, j'accompagne chacun des membres de mon équipe. Et là, on est dans un accompagnement réciproque pour que ça fonctionne. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et la troisième fonction, c'est d'être le leader, éventuellement leader discret, mais porteur de sens. C'est-à-dire de ramener à chaque fois le sens. Pourquoi on fait ça? Et dans l'entreprise libérée, dans l'entreprise Opale, cette fonction, elle est juste essentielle. C'est réfléchir et faire partager à tout le monde le sens. Et après, accepter l'idée que les gens qui savent le mieux, ce sont ceux qui sont sur le terrain. Et que c'est eux qu'il faut écouter. Et que c'est à eux qu'il faut donner la parole. Et qu'il faut mettre en place une situation où il n'y a pas de pouvoir, mais il y a de la communication. En ce sens, l'holacratie est une forme d'organisation qui permet de créer des relations de travail qui ne soient pas des relations hiérarchiques et qui soient essentiellement des relations fonctionnelles. Et l'idée de l'entreprise libérée, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire, on partage la vision d'un projet et chacun apporte sa pierre à son niveau et chaque pierre est importante. Et on crée de l'intelligence collective entre tout le monde, à tous les niveaux et transversale. Et c'est un peu des situations dans lesquelles, on va dire, le leader est plus un facilitateur qu'il va pas forcément donner des ordres ou dire quoi faire, comment le faire. Bien sûr. Et le leader, il la ramène toujours au sens, de façon à ce que tout le monde aille bien, dans la même direction. Et cette notion de sens, elle a pour conséquence que les gens qui poursuivent ce sens-là partagent forcément des valeurs proches. Donc le sens a presque plus d'importance que les valeurs. Et concrètement, pour donner un exemple, parce que je ne sais pas si ça peut parler à ceux qui nous écoutent, mais on a par exemple dans l'écosystème de la profession Time, qui est une entreprise libérée, et qu'est-ce que ça peut donner? Par exemple, en fait, l'entreprise, elle est, les personnes, il n'y a pas vraiment d'horaire, du moment, en fait, c'est plus orienté sur les résultats que sur les moyens. Donc, en fait, si tu
fais tes missions et s'il y a la performance, on va pas forcément s'intéresser au temps que tu as mis pour le faire. Tu peux arriver, surtout eux, ils ont beaucoup de développeurs qui peuvent arriver, c'est un peu cliché, mais qui peuvent arriver à 11 heures, mais rester jusqu'à 23 heures ou même plus, parce que eux, c'est leur rythme à eux et qu'on leur impose pas, entre guillemets, le rythme de l'entreprise. Donc, comme c'est des profils qui sont aussi plus tendance à être indépendants, comme ils sont salariés, c'est un peu un mix entre les deux. Et ils ont des équipes dans lesquelles, en fait, les équipes, elles ont un budget et c'est dans l'équipe, au sein de l'équipe, les personnes décident comment elles allouent le budget, les ressources. Et par exemple, elles peuvent demander des augmentations quand elles veulent, du moment que c'est justifié et ça doit être dans un sens validé par l'équipe et que c'est au budget. En fait, si tu apportes quelque chose en plus, ils n'ont pas de souci à dire en fait c'est normal que tu sois augmenté, mais par contre il faut que ça soit approuvé par tout le monde et donc c'est une relation qui est complètement différente de ce qu'on connaît nous. J'adore tout ça. C'est complètement ma vision très idéale. J'aime bien dire très bisounours du monde, et j'y crois beaucoup. J'essaie de faire passer des discours en disant, et notamment, j'ai été très irrité par, on en parle moins aujourd'hui, de cette injonction du bonheur dans l'entreprise et cet objectif de qualité de vie au travail. Et je dis attention, ne nous trompons pas de combat. La qualité de vie au travail, ça n'est pas un objectif en soi. Ce qui est important, c'est d'avoir des gens épanouis et heureux. Et c'est grâce au fait que les gens sont épanouis et heureux qu'ils vont être le plus productifs. Donc, mon objectif, moi, dans mon entreprise, c'est de faire en sorte que les gens donnent le meilleur d'eux-mêmes et produisent le mieux possible. Pas dans un but de profit, mais pour atteindre la raison d'être, le profit étant une conséquence du travail bien fait pour moi. Donc je partage tout à fait ça. Je vais même dans l'idée aussi que, et ça, Lalou en parle dans son bouquin, dans l'idée que, notamment sur les rémunérations, tout doit être pris en compte, et notamment si dans les collaborateurs, on a une mère de famille nombreuse, on peut imaginer qu'elle a besoin d'une rémunération plus élevée qu'un célibataire. Je prends forcément cet exemple pour dire que oui, indépendamment de ce qu'elle apporte dans l'entreprise, le rôle sociétal de l'entreprise, c'est aussi d'aider chacun à vivre bien pour être totalement épanoui dans son travail. Donc cette réflexion sur l'épanouissement, elle est pour moi effectivement tout à fait essentielle. Après, une fois qu'on a dit ça, et forcément tu vas à un moment ou à un autre parler de la gestion des temps passés, de la saisie des temps passés dans les cabinets, c'est la question de nos peurs. Être capable de donner de l'autonomie, et ce type d'autonomie à nos collaborateurs, il faut avoir suffisamment confiance en eux et en soi pour pouvoir le faire. On est quand même dans un monde de peur, c'est pas si simple que ça. Oui, et si je rebondis sur l'exemple que tu donnes avec la mère de famille, par exemple, de 3 enfants, c'est en soi, sur le fond, je suis d'accord avec cette réflexion-là, mais sauf que la société fait que, le poste que tu occupes, la rémunération que tu as, ça veut aussi dire ton statut social, c'est une forme de reconnaissance. Il y a plein d'injonctions. Ça nécessite que les collaborateurs soient assez déconstruits sur plein d'aspects. Bien sûr. Et tout ce que tu as exprimé en parlant de cet exemple, je ne savais pas qu'il fonctionnait comme ça, mais j'adore cette boîte. J'adore cette avec boîte. Maxime Dig. Il faut que je le voie. Non, mais il faut que je le rencontre parce que ils n'ont pas conscience du potentiel de cet outil. Il est extraordinaire. Et pour moi, ils n'ont pas pris conscience de ce potentiel. Donc, quand tu dis ils, c'est les cabinets ou c'est dans Time. Tu penses ah oui, absolument. Eux-mêmes. Ils sont dans un ADN. Et les cabinets, n'en parlons pas. certains l'ont compris, mais en même temps, ils sont pas forcément idéaux. Ça, c'est un autre, c'est un autre sujet. Mais oui, ce que je voulais dire en réaction à la manière dont tu décris la chose, indépendamment de l'injonction sociale dont nous sommes entre guillemets les victimes, il y a aussi l'injonction réglementaire, c'est-à-dire le droit du travail. Oui.
avec le diktat du temps de travail, quoi, qui est une mesure quantitative et qui est uniquement quantitative dans un monde où on commence à prendre conscience que les indicateurs, ils doivent être autant qualitatifs que quantitatifs. Et c'est un autre sujet. C'est marrant parce que en fait, ça me fait penser que forcément, c'est cette année que je me suis intéressée un peu au concept d'entreprise libérée, etc. Parce qu'en fait, c'est il y a pile un an, à la journée d'innovation organisée par l'Ordre Île-de-France, où il y avait un atelier sur l'entreprise libérée, dont Maxime était entre autres un des animateurs. Et donc, je me suis dit, je connais pas, je vais y assister. Et donc, il a expliqué tout ce mode de fonctionnement, etc. Donc, en fait, quand on connaît pas, on se dit, mais c'est incroyable, quoi. C'est comme intellectuellement, comme on ne connaît aucune entreprise qui fonctionne comme ça et qu'on n'a pas d'exemple, c'est même pas des choses on les fréquente pas, mais elles existent. Hein. Oui, mais je veux dire, en fait, on a l'impression de découvrir un nouveau monde et de se dire, mais en fait, si on montre pas qu'il y a des personnes, des cabinets, des experts comptables, en l'occurrence dans notre domaine à nous, qui font autrement, et en fait, on se dit, non, c'est comme ça que ça fonctionne et il n'y a pas d'autre façon de faire. Et qu'en fait, quand tu découvres qu'il y a plein d'autres façons de faire, c'est incroyable. Et en l'occurrence, juste pour finir, ce qui était marrant, c'est qu'en fait, donc il a parlé d'entreprise libérée, de comment ça fonctionnait. Et c'est cliché, mais en fait, j'ai remarqué que c'était souvent le cas. Et la première question d'une experte comptable qui était là, c'est, mais du coup, au niveau du droit du travail, comment vous faites ? Comme si, en fait, on amène toujours le sujet réglementaire, et je l'ai vu même à une autre conférence à laquelle j'avais assisté sur ChatGPT, première question, et du coup, la RGPD. Et en fait, le sujet, c'est toujours d'accord et la réglementation, alors que normalement, en tout cas, moi, dans ma vision, le sujet, c'est d'abord, le concept, etc. Et après, on réfléchit à la réglementation, et il y a certainement des moyens de faire en sorte que ça fonctionne, ou si ça existe pas forcément, de faire en sorte que ça colle au cadre légal, mais c'est marrant que ça soit toujours la première question des experts comptables. J'ai envie de réagir à tes propos en disant c'est justement pour les raisons pour lesquelles toi et moi nous posons ces questions-là. J'aime à dire que dans l'ADN des experts comptables, l'expert comptable, il a vocation, ou en tout cas il a envie d'être un entrepreneur. Et Dieu sait si j'ai du mal avec cette injonction d'entrepreneuriat. Mais j'aime à dire, mais c'est un entrepreneur sans risque. Il veut être entrepreneur, mais il veut être entrepreneur sans risque, et il se cache derrière le monopole et la technique. Et j'aime aussi dire que le savoir est une prison. Nous sommes enfermés dans notre savoir technique qui nous protège, qui est aussi une partie de notre valeur, puisque c'est ce que nous vendons à nos clients. C'est la première chose qu'on vend à nos clients dans l'assurance, qu'ils viennent chercher chez nous, d'être sûr que leur entreprise répondra à la gestion réglementée. Et ça, c'est notre savoir technique. Et nous nous protégeons de ça. Et nous avons choisi ce métier, je dis nous collectivement, en tout cas ceux qui l'ont choisi, parce que ça peut les rassurer d'être entrepreneurs sans risque, couverts par monopole, et sur un sujet technique, même si derrière je dis que ce qui est le plus beau, c'est l'humain et la relation humaine, en fait j'ai peur et je me réfugie derrière ma technique. Est-ce qu'on est vraiment entrepreneur quand on prend aucun risque ? Mais est-ce que c'est une question ? Pas, pour moi, non. Oui, c'est est-ce que je suis moi ? Oui. Est-ce que je suis dans ma mission ? Moi, aujourd'hui, je suis start-upper. On peut dire que je suis entrepreneur, mais non, je me sens pas entrepreneur, je me sens porteur d'un projet et j'ai besoin d'être accompagné, j'ai besoin d'autres personnes je sais quels sont mes talents, je sais quelles sont mes limites et j'ai besoin d'avoir d'autres personnes à côté de moi pour faire en sorte de réussir ce projet. Et j'ai confiance dans le fait que je vais rencontrer ces personnes. Mais je ne me sens pas entrepreneur, j'en ai rien à faire d'être entrepreneur. J'ai juste envie de réussir mon projet. Et pour revenir sur l'entreprise libérée, j'ai commencé à lire un livre, je me souviens plus du titre, mais il y a une espèce de montgolfière sur la couverture. Bertrand Piccard. Et c'est quoi le titre ? Je sais plus. C'est sur fond vert pâle un peu. Ouais, c'est sur l'entreprise libérée. Ouais, c'est la métaphore de la montgolfière
sur lequel il faut que tu choisisses les vents qui vont t'emmener vers ta destination. J'ai pas fini de la lire, mais en tout cas, quand j'avais commencé cet été, il y avait des choses qui m'avaient interpellée. J'avais trouvé ça vrai. Justement, en fait, le fait que le leader et le dirigeant soit là plus comme un facilitateur et en fait de responsabiliser les collaborateurs et qu'en fait tout le monde soit, en fait c'est pas l'entreprise du dirigeant, c'est l'entreprise de tout le monde et que en fait chacun puisse entre guillemets résoudre les problèmes et prendre les sujets à bras le corps et pas se dire je vais demander à chaque fois à mon supérieur parce que j'ai pas envie de réfléchir à comment on résout le problème ou parce que j'ai envie de me délester de c'est pas ma responsabilité, comme ça en fait c'est toujours à celui du dessus de régler le problème. Et il disait, je ne sais pas si tu l'as lu, mais il donnait un exemple de un dirigeant qui avait justement une entreprise libérée et en fait que quand les collaborateurs ou les responsables, je ne sais pas comment était organisée l'entreprise, mais venaient le voir pour lui exposer un problème et en gros attendaient une réponse de lui, et il leur disait, du coup il leur répondait pas, et il leur disait de s'allonger par terre 5 minutes, de réfléchir à la question et que ils allaient trouver la solution par eux-mêmes et en fait de dire que le dirigeant, le leader, je sais pas trop comment on l'appelle, mais n'est pas forcément là pour prendre les décisions mais là pour faciliter. Et ça m'avait fait penser, au fait, c'est un truc tout bête, mais je m'étais dit, du coup, c'est très intéressant ce rôle-là. Et je me suis dit, mais en fait, dans les cabinets, par exemple, combien d'experts comptables arrivent au moins une fois dans l'année avec des viennoiseries, tu vois. Enfin, c'est un exemple, c'est tout bête, c'est pas grand chose. Et je me suis dit, mais en fait, des fois, il y a des petites actions comme ça, mais qui peuvent dire tellement et apporter tellement de valeur et, au-delà de ça, ça pourrait être juste un acte, altruiste. Mais je veux dire, si on raisonne même en termes d'organisation de performance, en fait, l'image que ça donne le dirigeant qui a pensé à ses équipes, qui est passé chercher. C'est pas grand chose, ça coûte pas grand chose, ça coûte moins cher que des cabinets de recrutement ou mais ça peut avoir tellement de valeur. J'ai pas de réaction à ce que tu dis, bien sûr. Enfin, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Sauf que je vais pas faire plaisir à tout le monde, mais si je vais m'amuser un peu. J'ai été porteur d'un certain nombre de salons que j'ai construits avec des équipes au niveau du syndicat et notamment du salon RH. À un moment, dans mon comité de pilotage, et j'ai été en plus conforté par un atelier du Congrès dans lequel il était exprimé, c'était quelqu'un que je connais bien, Gilles Babinet, qui en parlait, je me souviens plus avec qui il était, qui disait il faut arrêter de parler de ressources humaines. Et ce qui va avec aussi le discours de quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est Thomas Dansembourg, qui est le chantre de la communication non violente, et qui écrit à propos des ressources, nous traitons aussi mal l'homme que la nature, comme une ressource inépuisable. Et donc, quand on y réfléchit, c'est vrai, on traite l'homme comme une ressource inépuisable et on va chercher plus qu'il ne peut en donner. Et je trouve que cette relation avec la nature, elle est absolument passionnante. C'est un autre sujet. Et donc, je me suis dit, il faut arrêter de parler de ressources humaines. J'en parle au comité de pilotage en me disant je suis d'autant plus légitime que ça a été dit au congrès, donc je vais pas. C'était le congrès de cette année. C'était un congrès à Lyon, je crois. C'était il y a 3-4 ans. Enfin. Ouais. Et avec le comité de pilotage, on dit on va pas appeler notre salon le salon des ressources humaines, mais à l'époque, et après je proposerai autre chose. À l'époque, je disais on peut l'appeler le salon des richesses humaines, ce qui est une manière de voir les choses différemment. On en parle au comité de pilotage et on trouve ça l'idée géniale. Et donc, on dit ça et puis on exprime le truc et le permanent du syndicat le note. On valide ça et puis le soir, on reçoit un mail. Enfin, je reçois un mail de la direction du syndicat qui nous dit il est hors de question de changer le nom du salon. On appellera il continuera à s'appeler Salon des ressources humaines.
Et puis donc moi, je réponds aux mails en disant, protégeant mon comité de pilotage, en disant que j'étais un peu triste de recevoir cette injonction à l'ensemble du groupe de bénévoles qui viennent donner du temps et de l'énergie pour construire quelque chose, et que ce soit même pas, même si on a le droit de pas être d'accord, mais qu'on nous balance un mail comme ça pour nous dire ce sera comme ça, je trouve que c'est pas respectueux du travail du comité. Il se trouve que le lendemain, j'avais une réunion au syndicat, que j'ai été appelé dans le bureau du président et que je me suis pris une engueulade. Et que ça m'a fait rire au fond de moi. Je regardais le président et son secrétaire et j'avais beaucoup de compassion pour eux, quoi. Je dis c'est triste que bon, et puis je me dis c'est pas un problème, et puis on a appelé le salon RH et puis c'est passé comme ça. Bah, RH, ça peut vouloir dire ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Et maintenant, je vais être encore plus casse-pied, parce que je trouve qu'il y a un autre mot qui est encore plus engageant et encore plus riche pour parler de ça, qui est l'idée de responsabilité humaine. Et appeler les DRH direction des responsabilités humaines, je trouve que ça a un sens génial. Donc c'est tout ça pour dire que oui, tout ce sujet-là est un vrai sujet. Et dans la profession, j'ai fait un post là-dessus depuis que j'ai découvert cette notion-là que je trouve vraiment très riche. On a le choix entre le management par soumission ou le management par engagement. Le management par engagement, c'est celui qui va chercher les motivations intrinsèques de chacun, ce dont on parlait. Voilà, comment chacun peut s'épanouir, et en étant épanoui, je vais donner le meilleur de moi-même parce que je suis là pour moi. Par rapport au management de soumission, c'est voilà les tâches qui te sont assignées et tu les fais dans le temps prévu. Et dans les cabinets, on sait bien dans quel type de management on est. Et je vois à travers mes investissements dans le syndicat sur ce sujet à quel point les cabinets sont dans le déni de cette réalité managériale. Enfin, je vois que tu souris. Je sais pas si on entend les sourires, mais et pourquoi tu penses que sont dans le déni? Parce que c'est plus facile parce que du coup ça veut dire qu'il faut se remettre en question. Chacun fait du mieux qu'il peut. Enfin, on est aussi le résultat de nos peurs. Et il faut oser. Enfin, j'ai lu un bouquin merveilleux d'une entreprise libérée, c'était dans les années 80. J'ai oublié comment s'appelait l'auteur de ce bouquin. Ça s'appelait Oser la confiance. Et il raconte comment il a redressé une entreprise de chantier naval, justement en faisant en sorte de donner le pouvoir, entre guillemets, de partager le pouvoir avec les gens de terrain, en leur disant est-ce qu'on peut y aller, est-ce qu'on peut pas y aller, c'est vous qui décidez. Et si vous décidez, on va réussir. Parce que c'est eux qui ont pris la décision, donc forcément ils vont être plus engagés, plus productifs. Oser la confiance. Et la confiance, c'est un pilier du management. Et si on revient à ton parcours, quand tu as validé ton diplôme, alors est-ce que ça a changé quelque chose dans le cabinet ou non, pas fondamentalement. C'est-à-dire, oui, dans un certain sens, je me suis senti quand même plus légitime, mais j'avais pas encore gagné ma légitimité personnelle par rapport à ma succession. Donc ça, il a fallu que j'aille le chercher ailleurs. C'est-à-dire, ça pouvait pas être dans le cabinet, puisque le cabinet m'avait été apporté. Donc il fallait que j'aille chercher ma légitimité ailleurs. Et je suis allé chercher ma légitimité dans les instances. Alliance Conseil, le mouvement Alliance Conseil a été le cadre qui m'a amené à pouvoir apporter quelque chose de personnel au cabinet. Alliance Conseil a capoté, mais l'idée a été reprise par certains membres du réseau, et c'est devenu à l'IFEC à l'époque un mouvement qui s'est appelé le Club des experts consultants. Et j'ai retrouvé dans ce club les idées d'Alliance Conseil et puis mes confrères avec qui j'avais partagé cette expérience merveilleuse. Et donc c'est ça qui a été mon engagement syndical. Moi, j'avais la trouille de rentrer dans le syndicat parce que j'avais pas envie d'être enfermé dans une vision, dans une étiquette, etc. Et que j'avais besoin de conserver ce sentiment de liberté. Mais en même temps, il y avait ce truc qui m'attirait avec cette raison d'être qui correspondait à ma vision que j'avais envie de partager.
Et donc je suis rentré dans ce club, dans l'ambassade de Paris. Il y avait des ambassades régionales et il y avait des gens formidables à l'époque là-dedans, dont deux personnes. Enfin, Jacques Vadon, tu connais pas, qui a été l'un des experts comptables qui avait une vraie vision. André-Paul Bayon, qui est encore assez présent dans la profession. Et puis Didier Poncet, qui était un expert comptable de Montpellier, et avec lequel j'ai tout de suite été, dont j'étais tout de suite été très proche, qui a aujourd'hui, qui a beaucoup œuvré au niveau du conseil national dans tout ce qui est formation, qui a été près de toute la partie formation, qui reste très actif dans la partie formation. Et je suis rentré dans ce club-là, et puis on m'a demandé de prendre en charge l'ambassade parisienne. Alors j'ai parlé d'une timidité maladive que j'avais à l'époque, donc c'était très difficile pour moi de prendre des responsabilités, mais au niveau de Paris, ça allait bien, et puis j'étais pas forcément en tête d'affiche. Et t'es sur la liste, mais c'était pas le président. Non, je n'étais pas le président du club IFEC Expert Consultant. Mais bon, je commençais à prendre quand même un peu de bouteille, et puis j'aimais vraiment bien ce qu'on faisait, et puis il y avait beaucoup de bienveillance, et puis un partage de vision et de sens. Et puis, après Jacques Vadon, André-Paul a été président, et puis il a laissé la place à Didier Poncet. Et quand Didier Poncet a pris la présidence, il m'a demandé d'être son vice-président. Et je lui dis panique à bord, non, moi je suis pas capable, incapable de prendre la parole en public, etc. etc. Il me dit mais si, de toute façon c'est moi qui vais être face au monde, donc j'ai envie que tu sois à mes côtés, etc. Et Didier a une importance énorme pour moi, c'est-à-dire il m'a formidablement aidé à prendre confiance en moi. Il m'a donné des responsabilités. On avait une lettre, la lettre du club. C'est moi qui écrivais l'éditorial de la lettre. Un jour, je me souviens d'une réunion des ambassadeurs et ça a démarré par tiens, la lettre vient de sortir, lisez l'éditorial de Thierry, quoi. Moi, j'étais comme ça et voilà. Enfin, et il m'a énormément aidé à prendre confiance en moi. Et au moment où il a voulu laisser la main, enfin son mandat arrivait à expiration, André-Paul et lui sont venus me voir en disant voilà, on voudrait que ce soit toi qui prennes la direction, la présidence du club. Et moi, panique à bord, et j'ai beaucoup réfléchi, et je me suis dit mais je manque de confiance en moi. Mais deux choses. Premièrement, trois choses. Quelle image j'ai envie de donner vis-à-vis de mes enfants? Je mets ça de côté. C'était très lié pro-perso. Oui, mais bien sûr, mais parce que on est une seule et même personne pour tout. Deuxième chose, si j'y vais pas, est-ce que je vais le regretter? Et troisième chose fondamentale, j'ai énormément d'estime pour André-Paul et Didier. C'est des gens que j'admire, que je trouve formidables. Et eux, ils me proposent à moi de faire ça. Si eux pensent que j'en suis capable, c'est que j'en suis capable. Donc, en leur faisant confiance, je me fais confiance. Et j'ai dit, j'y vais. Voilà. Et merci Didier. Merci André-Paul. Ça a été, là, j'ai commencé à prendre une certaine légitimité dans la profession, et ça pouvait pas être dans le cabinet, c'était là. Et voilà. Et après, j'ai eu la carrière dans la profession où je me suis régalé en tant que président du club, et le club a vraiment apporté énormément à la profession jusqu'au congrès de Vichy, qui a été du congrès du syndicat qui a été porté par Didier, qui n'était plus président du club. Moi, je n'étais plus non plus, j'avais laissé la place. Mais le sujet qu'on a porté à ce congrès à Vichy, alors là, tu vas bien entendu sourire, c'était autour des collaborateurs. Les collaborateurs au congrès de Vichy se mettre sur la même longueur d'onde. C'était un congrès sur le management. C'était le premier congrès de la profession qui était sur le management. C'était en quelle année? C'était en 2002 ou 2004. Comme ça, ouais. 2002. Et c'est toujours un sujet. Et c'est toujours un sujet. Et c'était la mort symbolique du club IFEC Expert Consultant, puisque les concepts du club étaient repris par le syndicat. Oui, donc toi, tu étais vraiment dans le club qui
qui était quand même en lien très étroit avec le syndicat, mais qui... Ah ben c'était un élément du syndicat. Oui. C'était enfin ce que certains ont dit, le côté élitiste du syndicat, enfin prospective. On avait au niveau du club, le syndicat c'était un des projets du club, mais le syndicat a demandé aux membres du club d'animer un groupe prospective. À l'époque, pour des raisons électorales, parce qu'on voulait aussi promouvoir un des membres du syndicat sur le sujet, et on a fait un travail prospectif sur la profession en étant accompagné par une boîte Futurible à l'époque, dirigée par de Jouvenel, dont un des... Bon bref, peu importe, je vais pas m'étendre sur la question, mais on a travaillé sur la prospective de la profession dans des ambassades régionales, et on a sorti un truc magnifique qui s'est révélé complètement exact, où je me souviens, c'est là où j'ai d'ailleurs fait la connaissance de Stéphane Reynaud, où on s'est apprécié tout de suite, et les conclusion de ce travail sur la prospective à l'époque, c'était de dire l'expert comptable est au centre de l'information, de la donnée. Et son boulot, c'est de chercher l'information, de la digérer, de la mettre en forme, de la rendre accessible et de la commenter. Et ce qu'il vend, c'est son intelligence dans sa capacité à la commenter. Et si c'est pas ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est que j'ai rien compris. Hop, 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 tu croyais quand même pas qu'on allait s'arrêter là. Il semble que notre invité était un tout petit peu bavard. Alors, si tu veux connaître la suite de ses aventures, il faudra patienter jusqu'à la semaine prochaine. En attendant, tu peux m'aider à faire connaître le podcast en choisissant parmi ces 3 options. Le plus rapide d'abord, c'est de me donner 5 étoiles sur ton appli de podcast préféré. Le second, c'est de m'écrire un gentil commentaire pour m'encourager et faire plaisir à l'algorithme. Et bien sûr, tu peux aussi en parler autour de toi. Mais bon, le top du top, ça serait quand même de faire les 3. Pour découvrir le prochain épisode, je te donne rendez-vous dimanche prochain à 10h.